Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Dr Essam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Eh bien, tout d'abord, quand on envisage les scénarios possibles face à cette disons-le, entre escalade et désescalade dans la région, comment peut-on évaluer la situation actuelle? Eh bien, écoutez, parce que je pense que tous les scénarios possibles, en fait, ont en commun, c'est une caractéristique très importante, c'est que c'est la fragilité, le mécanisme fragile. Par exemple, ici, la convention, c'est pas une convention, on n'est pas encore, on ne peut plus parler d'accord, par exemple, entre l'Iran et les États-Unis. Il va simplement cesser le feu afin simplement de commencer des négociations et puis après un accord au Pakistan. Il y aura certainement la diplomatie américaine avec la diplomatie iranienne afin de discuter les 10 points qui ont été annoncés par l'Iran, étant donné que ce sont les conditions nécessaires pour signer un accord entre les protagonistes. Ça veut dire Iran d'un côté, aussi les États-Unis d'un autre. Et ça, c'est une chose. Or, maintenant, il y a un problème qui vient d'émerger. C'est que, est-ce que le Liban est inclus? Et l'Iran insiste. C'est que le Liban, ici, soit inclus dans l'accord. Et c'est pour cela, l'Iran vient de déclarer que le déblocage du détroit d'Ormuz ne sera jamais fait, ne sera jamais effectué, que lorsque Israël cesse ses frappes contre le Liban. Et bien sûr, de son côté, il a dit, bon, le Liban n'est pas inclus. Or, certainement, c'est-à-dire logiquement parlant, le Liban doit être inclus, parce que vous savez que ici, c'est la situation quand même ne peut pas être ici fractionnée en deux parties différentes, parce que la tension dans cette région du monde, le Moyen-Orient, ne sera jamais relevée que lorsque les accords, en fait, comprennent les deux parties. Ça, c'est une chose. Et puis après, ce qui est très... maintenant, c'est ce que la diplomatie américaine, enfin, tous les représentants des États-Unis, parce qu'il y a J. Vance et aussi d'autres figures, c'est-à-dire le secrétaire d'État américain, est-ce qu'ils sont prêts toujours à accepter les 10 points parce que l'Iran, de son côté, insiste sur la poursuite de l'enrichissement, ici, de l'uranium. Et c'est un point, pour ici, les États-Unis, c'est un point crucial. C'est-à-dire que ici, c'est la raison, en fait, une des raisons pour lesquelles les États-Unis, avec Israël, ont déclenché la guerre contre l'Iran. Mais l'Iran insiste, parce que l'Iran, en fait, se sent quand même victorieux de cette guerre. Il est vrai que l'Iran a essuyé beaucoup de dommages, des dégâts et aussi de destruction massive. Or, certainement, sur le plan politique, on peut quand même dire que l'Iran est sorti victorieux, triomphant complètement. Et c'est que le problème maintenant, c'est le problème de Trump lui-même. Le Trump, ici, ça fait en tant que figure président quand même. Et ici, ça vraiment, il se trouve dans une situation fort critique. C'est-à-dire que d'abord le peuple américain et même une grande partie de son parti politique, les républicains, maintenant se retournent contre Trump. Il y en a même des voix actuellement qui surgissent pour réclamer la destitution. Et ça, c'est le problème. Oui, et finalement, quel serait le scénario, à votre avis, qui serait susceptible de mettre terme à cette guerre? Que faut-il faire, justement, ou qu'est-ce qui doit arriver de manière à imposer l'arrêt de cette guerre? Ce sont les États-Unis seuls qui pourraient simplement obliger Trump, certainement, l'obliger de cesser, à cesser les combats, à cesser les frappes contre le Liban. Et je pense que les États-Unis aussi, Trump lui-même, en fait, a ordonné, enfin, ordonné peut-être c'est beaucoup dire, mais c'est lui, en fait, qui a réclamé le cessez-le-feu, qui a demandé le cessez-le-feu, et enfin, on a vu que Israël a cessé aussi ses frappes contre l'Iran. Ça veut dire que ce sont les États-Unis qui pourraient, seuls, en fait, empêcher ou bien pourraient imposer ici à Netanyahou de cesser le feu au Liban, parce qu'il y a des frappes massives qui visent simplement le sud du Liban et aussi le Bekaa, la vallée du Bekaa, et en même temps simultanément avec Beyrouth également. Regardez ce qui se passe, il y a aujourd'hui à peu près 300 morts, sans compter les blessés. Ça, c'est une tragédie.
Voilà, et que maintenant on vient d'apprendre que si Trump, Netanyahou, a ordonné à son cabinet d'engager des négociations avec le chef de l'État libanais. Or, le chef de l'État libanais, quand même, exige que d'abord l'arrêt des frappes avant d'entamer les négociations. Et puis après, c'est-à-dire, est-ce que l'État libanais est en mesure actuellement de désarmer Hezbollah? Ça, c'est la question qu'on doit poser parce que, enfin, c'est pas facile. Ça doit prendre beaucoup de temps parce que Hezbollah, maintenant, veut se venger de la mort de son chef et aussi, il est très difficile, en fait, de déraciner complètement Hezbollah en 2 jours. C'est-à-dire que ça exige vraiment du temps. Et ça, c'est un problème majeur. Et l'exigence de Netanyahou, en fait, s'érige en obstacle majeur devant les négociations. Et je pense que c'est tout le problème, l'origine de tous les problèmes, des perturbations, c'est Israël. C'est le gouvernement d'Israël. Ça, c'est vraiment le virus, en fait, qui mine, et si c'est le corps du Moyen-Orient. Et à votre avis, est-ce que la problématique ou l'enjeu était uniquement face à l'Iran ou selon l'escalade dans la région, on peut dire qu'il y a peut-être une tentative de redécomposer le Proche-Orient et le projet qui a été ajourné il y a plusieurs années, le nouveau Proche-Orient ou la décomposition, la restructuration du Proche-Orient? Oui, c'est-à-dire la restructuration du Proche-Orient, ça c'est un problème, en fait, c'est pas un problème qui date d'hier, en effet. On en parle, en fait, depuis très longtemps, même sous Biden. C'est-à-dire qu'il y a l'idée est toujours là, et dans le cerveau israélien. Et c'est-à-dire que Israël, à titre d'exemple, ça tout le monde peut le constater. Israël, après avoir, justement, c'est-à-dire occupé Gaza, et puis après frappé Gaza, et maintenant il se dirige vers Cisjordanie, et puis après il y a d'autres. On a entendu beaucoup de déclarations sortant du gouvernement israélien, et surtout des extrémistes, en fait, qui se trouvent au pouvoir. Il dit, bon, ben, ça c'est le monde arabe. On a entendu ça même. L'ambassadeur américain en Israël a dit que tout le monde arabe doit être vraiment ici sous l'autorité israélienne. Ça appartient à Israël. Et il s'appuie sur quelle preuve? Il s'appuie sur quelle démonstration? Il s'appuie sur la Bible ou bien des textes saints. Il dit, voilà, ça c'est Dieu a voulu comme ça que tout le monde arabe ou tout le Moyen-Orient soit vraiment la propriété d'Israël. Donc, il y a dans le cerveau israélien cet objectif. Et certainement, cet objectif ne serait jamais réalisé que par la recomposition du monde et tout ça. Et c'est pour cela Israël aussi insiste justement à normaliser ses relations avec les pays du Golfe, avec tout le monde arabe. Mais cette normalisation, c'est un masque. Il faut comprendre. Et la situation des pays du Golfe aussi, c'est une situation vraiment très, très critique. Parce que, enfin, vous savez que c'est un dilemme. Enfin, les pays du Golfe ne peuvent pas se passer des États-Unis pour se protéger contre un danger iranien. Et en même temps, si par exemple les pays du Golfe se séparent des États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les États-Unis, en fait, c'est-à-dire qu'on délaissé complètement les pays du Golfe, les États-Unis sont là pour protéger Israël. Ça, c'est en premier lieu. Et la preuve, c'est qu'on a vu, justement, les États-Unis ne pouvaient rien faire contre l'Iran, lorsque l'Iran, avant, a lancé aussi ses frappes contre les pays du Golfe. Les bases américaines. Il ne faut pas oublier que les bases américaines sont des bases à partir desquelles les frappes américaines et aussi les bombardements américains sont sortis. Alors, voilà, ça c'est le problème. Et puis après, les pays du Golfe ne peuvent pas avoir confiance en Iran. Donc, la situation, est-ce que vraiment les pays du Golfe ont tiré une bonne leçon de cette expérience? Eux, ils ont pour ennemi certainement l'Iran. Docteur Hassam Abdel Fattah, vous venez justement de dire que les pays du Golfe ne peuvent plus faire ou ne peuvent pas du tout faire confiance à l'Iran. Mais est-ce que, compte tenu de la situation actuelle, est-ce que les États-Unis ont honoré leur engagement vis-à-vis des pays du Golfe et est-ce que les pays du Golfe vont faire confiance ultérieurement aux États-Unis? La réponse à votre question, c'est la question qu'on a pu constater. Qu'est-ce que les États-Unis en fait ont pu faire pour protéger les pays du Golfe devant les grunes et les missiles balistiques iraniens? Alors,
Alors, qu'est-ce qu'il avait? Il y a beaucoup de morts. Il y a aussi, vous savez que les Iraniens ont aussi ciblé quoi, les usines de l'eau. Et voilà, ça c'est une origine en fait. Ça c'est une source vitale pour les pays du Golfe. Le dessalement de l'eau, toutes les usines ont été détruites sous les deux runes aussi iraniens. Alors maintenant, qu'est-ce que les États-Unis ont pu faire? Est-ce qu'ils après autre chose? Les pays du Golfe ont essayé de convaincre Trump de ne pas en fait déclencher une guerre contre l'Iran parce que eux, ils se trouvent dans une situation très critique. Et pourtant, Trump en fait s'est détourné complètement de cette. Et passons à la crise énergétique. Maintenant, la réouverture du détroit d'Ormuz et la trêve. Déjà, les pertes ont eu lieu. Dans quelle mesure cette trêve est susceptible quand même d'améliorer les choses? Ou est-ce qu'il faudrait vraiment trop longtemps pour ressentir une amélioration fragile? Absolument. Et avec cette allusion. C'est-à-dire que d'abord, c'est une trêve fragile. Oui, c'est un cessez-le-feu, la situation se calme et tout le monde, tous les regards sont tournés vers le monde attend ici le déblocage du détroit d'Ormuz parce qu'on sait très bien que c'est une catastrophe économique sur tout le monde. Or, vous savez, il y a une chose. Ici, l'Iran vient de déclarer qu'elle a le droit de péage. Ça vient le contrôle total sur le détroit d'Ormuz. Et que ici, le détroit d'Ormuz ne sera débloqué que sous des conditions. C'est-à-dire, d'abord, Israël arrête ses frappes contre le Liban. Et puis après, c'est-à-dire que l'Iran paraît complètement comme un victorieux de ça. Malgré, en fait, la destruction d'une grande partie, sinon peut-être la totalité, je ne sais pas, personne ne peut le dire, l'infrastructure ici du pays et de l'Iran quand même. Il y a beaucoup d'usines qui ont été détruites. Mais certainement, l'Iran nous étonne, nous surprend complètement avec la poursuite de ces drones, ces attaques. Ça veut dire qu'il y a des tunnels sous tunnels et certainement des endroits inaccessibles à la technologie américaine. Et c'est pour cela, vraiment, à mon avis, c'est Trump, actuellement, vous savez, il se trouve aussi dans une situation que devant son peuple, bien sûr. C'est-à-dire que toutes les critiques ciblent Trump, et moi, tout même, je sais que l'opinion même mondiale, Trump, vraiment, c'est un phénomène. Il est devenu l'objet de la risée de tout le monde. Et risée, pourquoi? Parce que, d'abord, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à savoir quel était son objectif de cette guerre. Il a modifié son discours plusieurs fois. Est-ce que c'est la chute du régime? Est-ce que c'est quoi? On dit les centrales nucléaires. Mais il n'y a pas de centrales nucléaires. Enfin, je sais qu'il y a des centrales, mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que l'Iran a réussi à fabriquer, par exemple, des armes nucléaires. Et même des Américains, c'est-à-dire que des figures importantes de la diplomatie américaine l'ont annoncé. Les Américains eux-mêmes ne savent même pas quel est l'objectif de Trump. On ne sait pas. Et puis après, mais certainement, il paraît clair que l'Iran est simplement subi, enfin, est toujours soumis aux ordres de Netanyahou. À quelques semaines du déclenchement de la guerre au Proche-Orient, est-ce qu'on peut parler de gagnants et de perdants? Non, je pense que ça c'est une très bonne question en fait, parce que je pense que moi, à mon avis, le seul ou la seule gagnante de cette guerre, c'est la bêtise humaine. C'est la bêtise humaine, hein, parce que enfin, tous les protagonistes sont perdants, c'est-à-dire tous les protagonistes. Mais si vraiment on veut justement se conformer, être cohérent avec, par exemple, des critères ou bien des points de vue politiques, l'Iran, bien sûr, a montré qu'il comporte quand même qu'il y a de bons stratèges. C'est vrai qu'ici, qu'on a vu, par exemple, ici, comment ça s'appelle, le Mollah, ou bien le chef, et puis après, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de figures importantes de l'armée iranienne qui ont été assassinées. Ça, je le sais.
Mais à mon avis, ces figures ne sont pas un indicateur ou bien une preuve, une démonstration de la défaite de l'Iran. Pourquoi? Parce que le régime, en fait, a été conçu de manière que les personnes ou les figures personnelles, ou bien le chef d'état-major, ou bien les figures militaires, par exemple, eux se relaient. Ça veut dire que se remplacent. Si, par exemple, on arrive à la tête de l'État, il y a une autre tête éventuelle, il y a une autre tête qui va le remplacer aussi. Et peut-être, elle serait beaucoup plus dangereuse. Ça, c'est le régime iranien. Donc, on ne peut pas, par exemple, applaudir la mort à titre de guide suprême. On ne peut pas, parce qu'il y en a d'autres guides éventuels. Et ici, c'est que, enfin, moi, je suis très étonné. Les Américains se félicitent aux Israéliens d'avoir, par exemple, assassiné le guide suprême, aussi les chefs d'état-major, et je sais qui, le chef des renseignements. Mais non, il y en a d'autres. C'est un clonage. C'est un clonage à l'infini. Et puis autre chose, on n'est pas encore arrivé justement à une infrastructure militaire qui est enfouie dans la terre iranienne, dans les montagnes. On n'arrive pas. C'est vrai que l'Iran, bien sûr, a beaucoup de dommages, mais il a fait preuve d'une grande résilience. Docteur Essam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, cette situation de tension et de risque d'escalade au Proche-Orient suscite des questions concernant le rôle que l'Égypte joue. Quel rôle l'Égypte peut jouer et dans quelle mesure l'Égypte s'impose comme acteur primordial œuvrant à la stabilité au Proche-Orient. Les détails dans ce compte rendu. Depuis le début de l'escalade entre les États-Unis et l'Iran, l'Égypte privilégie une approche fondée sur la désescalade et le dialogue. Les autorités égyptiennes intensifient leurs contacts diplomatiques avec les différentes parties afin de limiter les risques d'un affrontement élargi tout en soutenant les efforts internationaux visant à contenir la crise. Au-delà du volet politique, le rôle égyptien s'inscrit également dans une dimension stratégique majeure, la sécurité des routes énergétiques. Le canal de Suez constitue un axe vital pour le commerce mondial, notamment dans le transport du pétrole et du gaz. Dans un contexte de tension autour du détroit d'Ormuz, cette voie maritime acquiert une importance accrue en tant qu'alternative essentielle pour les flux énergétiques. Par ailleurs, l'Égypte renforce sa vigilance sécuritaire afin de protéger ses infrastructures stratégiques et de garantir la continuité du trafic maritime. Cette stabilité représente un facteur clé pour les marchés internationaux dans un moment où toute perturbation des routes énergétiques pourrait avoir des conséquences économiques majeures. Sur le plan économique, le Caire cherche à atténuer les effets de la crise mondiale, notamment à travers la diversification de ses partenariats et le développement de projets énergétiques régionaux. L'Égypte se positionne ainsi comme un hub énergétique émergent, capable de jouer un rôle croissant dans l'approvisionnement régional et international. En définitive, l'Égypte apparaît comme un pilier d'équilibre dans une région sous tension entre efforts diplomatiques, sécurisation des routes stratégiques et ambition énergétique. Le Caire confirme sa capacité à agir comme un acteur de stabilité dans un environnement géopolitique incertain.